Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est un sujet où on bullshit énormément dessus, soit par incompréhension, soit que plaquette commerciale uniquement, soit on le fait et on dit qu'on a fait alors qu'on a tout raté. C'est API stratégie ou stratégie API, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui, l'invité, vraiment, elle est de marque. Et pour moi, c'est la meilleure à mes yeux pour nous démystifier tout ça. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Katie Zakariaski. Bonjour Katie, bienvenue dans la chaîne de Unbullshit. Salut Rafik, merci de m'avoir invité et très honoré d'être sur ta chaîne pour parler d'API, ça fait toujours plaisir. Très bien, je suis très content Katie. Très honnêtement, je t'ai découvert il y a un an à France API. Non, il y a 6 mois, n'importe quoi. Oui, Il y a c'est 6 ça. mois en France API. Il n'y a pas longtemps. Ouais, et j'avais assisté à ta conf qui était vraiment, qui m'avait scotché à l'époque, et je pèse mes mots, parce que c'était un concept pour moi totalement flou et très politique, et ça m'avait permis d'avoir des outils, des moyens pour avancer un peu plus dans la compréhension et de le mettre en place, un de ces quatre, au niveau des entreprises pour lesquelles je bosse. Donc, non, très honoré. Je te laisse te présenter, Katie, en quelques mots, et après on pourra commencer à introduire le sujet. Oui, donc je suis Katie, je travaille dans les API depuis 7 ans environ. J'ai commencé autant que API Design, après j'ai fait beaucoup d'API Management, je l'ai fait pendant 4 ans et demi et j'ai aidé aussi mon ancienne entreprise à mettre en place tout ce qui est gouvernance et stratégie API. C'est pour ça que ce sujet aujourd'hui est très très important pour moi parce que on en parle, comme tu viens de le dire, mais personne ne sait vraiment comment le mettre en pratique et moi j'ai eu cette occasion-là et je peux faire des slides pour le retour d'expérience pour que les gens s'en servent aussi et s'en inspirent, sans pour autant me dire que je suis absolument tout ce que je dis va être tout à fait vrai ou machin, mais ça va être mon retour d'expérience et ce que je vois sur le marché et ce que le marché aussi aujourd'hui nous montre dans tous les use cases qu'on voit des API. Donc voilà à peu près et aujourd'hui je vais vous parler de justement la stratégie d'API avec quelques inputs de la définition qui restera vraiment assez high level et bien sûr c'est quoi les objectifs finalement d'une stratégie pour que ça ne soit pas trop connoté commercial, plaquette commerciale, mais un peu plus qui s'oriente plus vers les IT aussi en même temps ou bien qui va les casser aussi parce qu'on parle d'IT mais en même temps il n'y a pas que ça dans les API aussi. Et il y a les parties prenantes où on se dit les API c'est à nous, c'est à vous, c'est à l'entreprise, personne n'arrive vraiment à savoir qui sont les parties prenantes et les outils bien sûr parce que les API ça fait un bon moment qu'ils sont sur le marché et ces derniers temps on voit de plus en plus d'outils en fait qui répondent vraiment exactement aux problématiques qui n'ont pas été là il y a 5 ans. Et un use case concret sur lequel j'ai travaillé, après ça pourrait être un bon départ pour tout le monde et la conclusion bien sûr que Rafik va nous présenter à la fin avec des questions qui vont être assez intéressantes. Voilà. Parfait, ça me paraît un menu et un panel assez complet et c'est surtout, on parle d'IT et tu l'as très bien dit, pas que l'IT, même le business. Et juste avant de parler API stratégie, c'est important aussi de savoir ce que c'est une API. Vous allez trouver un lien qui s'affiche quelque part dans la vidéo. Donc cliquez dessus pour parce que j'avais vu une vidéo, un tournage, un podcast, vous appelez ça comme vous voulez, pour définir très simplement ce que c'était le concept, le mot API, en gros. Oui. Et au fur et à mesure, dans la chaîne aujourd'hui, on est en train de voir API stratégie. Un de ces quatre, on va recevoir des personnes qui vont nous parler plus précisément de Gateway. Katie, sûrement, elle va le citer à un moment donné, mais on va faire mettre en lien le management, le Gateway, parce qu'on mélange les deux. Bref, on va découvrir plein de choses. Il y a plein de vidéos qui vont arriver dans le temps. Donc là, Katie, je te laisse introduire le sujet. Et après, je te poserai des questions au fur et à mesure. Et la partie épique, c'est ma responsabilité. Voilà. Là où je trouve que ça va être intéressant, c'est que tu es aussi en train de nous dire que dans les prochaines séries, il y aura tout ce que je vais présenter aujourd'hui, mais en plus détaillé. Donc aujourd'hui, en fait, tenez juste en compte que je vais vous
parler de big picture du Exactement. monde des API. Et après, par la suite, n'hésitez pas à aller vous documenter sur certains sujets, des mots-clés que j'aurais dit et tout. Et bien sûr, Rafik sera là aussi pour nous guider sur ces séries de vidéos par la suite. Donc voilà. Parfait. Je vais commencer la première partie, introduction, littérature sur les pièces stratégies, comme j'ai dit tout à l'heure. Les pièces stratégies, encore une fois, ça ne va pas être une définition très figée sur ce que c'est une stratégie, parce que ça peut être une connotation commerciale où on va mettre en place telle ou telle chose, on va monter notre chiffre d'affaires à tel à la fin de l'année. Donc là, on est vraiment sur, on veut utiliser les API qui a toujours été considéré comme un élément technique. On veut mettre une stratégie, en fait, justement, pour que cet élément technique-là devienne un peu plus parlant pour toute l'entreprise, devienne un peu plus profitable pour toute l'entreprise. Si on disait juste, en fait, API, on s'arrêtera sur la connexion entre deux systèmes. Là, on va vraiment voir le big picture de à quel moment les API vont transformer notre organisation. Donc, il faut le définir, il faut l'écrire. C'est quoi notre objectif? Qui va le mettre en place? Comment on va le mettre en place? Sur combien de temps? Court terme, moyen terme, long terme, bien sûr. Parce que l'avantage de la stratégie, c'est qu'on voit un peu plus long. Le maximum que j'ai vu sur les organisations auxquelles j'ai travaillé, c'est 5 ans. On commence toujours par une petite tranche de 3 ans sur lequel on va mettre en place des socles, sur lequel on va monter en compétences et tout le reste. Et par la suite, on va de plus en plus en fait entrer dans le vif du sujet, la production, l'utilisation, la monétisation et tout le reste. Donc voilà à peu près. Donc gardez juste en tête que la stratégie de l'API, c'est prendre cet élément technique et y mettre en fait toute la splendeur commerciale, stratégique pour justement embarquer plus de personnes et embarquer plus comment on appelle ça, rendre l'API un peu profitable pour l'entreprise. Oui, il ne faut pas que ça reste focus IT. C'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde, oui. Exactement, c'est vraiment de casser cette partie que les API sont que pour les IT. À partir du moment où on parle d'API stratégie, tout le monde se met d'accord parce qu'il y a le mot stratégie dedans. S'il n'y avait que les API, ça restera que dans l'équipe technique. Donc voilà à peu près. Après, j'ai mis une petite partie API First en bas, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, cette partie-là, aujourd'hui, c'est un mot-clé que vous pouvez retrouver sur Internet. API First Strategy, c'est pas la stratégie d'API, c'est déjà la mise en œuvre de la stratégie d'API dans votre entreprise. Donc, c'est un modèle, en fait, sur lequel vous pouvez calquer pour la mise en œuvre de votre stratégie d'API dans votre entreprise. La deuxième partie va plutôt être en fait comment on commence à définir une stratégie. Donc il faut commencer par des questions mais qui sont tellement simples de tous les jours mais qu'on ne prend pas forcément le temps de le faire. Pourquoi on fait des API déjà? On a compris que c'était d'abord des éléments techniques. Donc là, on essaie d'aller un peu plus loin en disant qu'est-ce que vous souhaitez vraiment accomplir avec ces API-là, d'où le rôle de l'équipe métier, parce que c'est eux qui apportent le business dans l'entreprise, donc il faut aller les challenger. Vous pouvez avoir deux modèles. Par exemple, dans le cas où j'étais, c'est qu'on était les IT, on savait qu'il y avait des API, sauf que nos métiers, ils ne savaient pas. Donc nous, on allait les voir pour leur dire, écoutez les gars, nous, on sait faire ça et ça et ça, est-ce que vous serez intéressés? Comme ça pourrait être aussi les métiers qui ont déjà appris le terme API et qui viennent nous voir en disant moi j'ai déjà compris qu'il y a des API et tout, est-ce que vous pouvez nous mettre en place telle ou telle chose via des API? Donc ça peut être dans les deux sens, il ne faut pas non plus être très rigide en disant c'est toujours dans un sens, il n'y a que le métier qui vient, il y a aussi les IT qui de toute façon vont aller voir les business pour justement qu'on utilise les API qu'on a développés finalement. Donc, dans ce cas-là, dans cette approche-là, en fait, il faut que le business, lui, il arrive à expliquer exactement ce qu'il veut faire des API. Ça peut être des simples choses, comme ça peut être vraiment une ouverture au partenariat externe. Donc, dès ce moment-là, en fait, il faut vraiment savoir le mettre sur un papier blanc. C'est quoi la valeur ajoutée? Souvent, c'est juste pour ouvrir le legacy à des systèmes externes. Des fois, ça va être vraiment pour
fluidifier en fait les process en interne. Des fois, ça va être pour homogénéiser tout ce qui est process complexe et tout. Mais selon la complexité, selon l'appétence de l'entreprise en fait sur tout ce qui est technologie, c'est à eux de le définir. Ça veut dire un modèle qui a fonctionné, par exemple, dans une banque ne va forcément pas fonctionner chez une assurance. Mais dans tous les cas, on essaie quand même de poser ces mêmes questions-là et de les définir. C'est comme un brainstorming. La deuxième partie va être, est-ce que ça a été identifié en fait dans votre organisation, les personnes qui vont s'en charger, qui va décider de la mise en place des API finalement? Dans le cas qu'on voit souvent, c'est que dans le top level management, en fait, ils savent qu'il y a des API. Peut-être, il y a un de mes collègues qui m'a dit, il a joué au golf et apparemment, son ami du golf lui a dit, bah, tiens, on sait faire des API. Maintenant, il va venir le lundi, il va nous dire, bah, tiens, on va faire des API. Bon, ça, c'est caricaturé, Ouais. mais À moi, de ces phrases de je sais faire des API, franchement, il faut pas tomber sur moi hein, pour ce type de questions. Et donc, du coup, ben, voilà, il y a la personne qui décide, ben, écoutez, nous, on veut faire. C'est comme Jeff Bezos, en fait. C'est lui qui a lancé Amazon à un moment donné. Il a dit je veux des API partout, je veux rien d'autre à part des API. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, dans le cas d'Amazon, c'est Jeff Bezos qui a choisi à un moment donné que ça allait être API partout. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand c'est un CEO Comme, qui le ouais. dit, comme Jeff Bezos pour son entreprise à l'époque, c'est plus simple. Maintenant, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que quand on part voir un CEO lui dire, ça serait bien qu'on fasse des API pour faire du business, derrière, cette phrase, elle suffit pas. Il faut justifier et convaincre. Exactement. Voilà. Surtout Exactement, sur le business. Il exactement, faut que ça ait une valeur ajoutée. exactement. Hmm. Mais là où je trouve que c'est intéressant, en fait, ce slide, c'est les API, on sait le faire, on l'a toujours fait. Maintenant, la vraie problématique, c'est qu'on n'arrive pas à tirer vraiment profit de cette richesse, par exemple, dans une entreprise. Donc, pour moi, ce roadmap-là, c'est plus pour l'équipe tech avant tout. C'est de se dire, voilà, Complètement. écoutez les gars, vous avez ce genre de choses aujourd'hui. Vous n'arrivez même pas, en fait, à le valoriser. Vous avez dépensé 6 mois ou 1 an pour mettre en place une API, mais finalement, il n'y a qu'un seul projet qui l'utilise. C'est même pas parce que l'API elle est mauvaise, hein, c'est juste parce qu'il y a eu manque de sponsorship derrière, il y a une manque d'ownership aussi, et ainsi de suite. Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas en fait, un client derrière qui a été identifié. Donc, il faut déjà se mettre sur la table et se dire, ben voilà, il va falloir qu'on ait à voir nos sponsors. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai été Complètement. aussi amenée à faire, c'est d'aller convaincre mes managers, du coup, à aller convaincre d'autres managers pour sponsoriser le programme. Donc, ça peut, encore une fois, ça peut être dans les deux sens. Il ne faut pas se dire que ça vient toujours du haut et ça va descendre. Ça peut aussi venir des équipes IT et après, ça remonte au fur et à mesure. Et un aspect qui est intéressant aussi là, c'est que si vous avez déjà fait, par exemple, 3 ans d'EPI dans votre entreprise, il y a de fortes chances que vous commencez vraiment à être connu dans l'entreprise finalement, à être reconnu, Hmm. de faire des bons produits et tout. Donc, souvent, la qualité de ce que vous produisez aussi, à un moment donné, le sponsorship, il va arriver assez facilement. C'est plus facile de prendre des sponsors quand les gens ils sont convaincus que ça les apporte quand même des bénéfices. Donc, un exemple qu'on a fait, c'est qu'on a accompagné un projet qui, lui, du coup, avait vraiment un besoin d'API. Eux, ils ne savaient pas forcément comment ils allaient le faire. Donc, nous, on était là comme équipe technique. À force de travailler avec eux, c'était nos premiers ambassadeurs. Des business qui ne savaient même pas en fait finalement comment fonctionnaient les API, c'est eux qui sont devenus nos ambassadeurs, qui parlaient à toutes les parties prenantes de l'entreprise pour dire qu'on a fait des API avec l'équipe entre guillemets d'API design. À l'époque, on n'avait même pas de titre API design, on avait juste un petit centre d'excellence non nommé et tout qui a mis en place des API. Donc au final, ça a fait en sorte qu'on a eu plus de légitimité et le sponsorship est arrivé très naturellement par la suite pour justement nous donner un peu plus de moyens, un peu plus de ressources, un peu plus de temps, un peu plus de tout en fait, parce que c'est devenu légitime. Et comment mettre en œuvre, ben ça c'était la gouvernance, j'en parlais déjà un peu tout à l'heure, sur qui fait quoi et comment.
Et est-ce que sur cette partie-là, tu as déjà des questions ou tu veux que j'avance un peu plus sur la Ouais, réflexion? c'est sur la réflexion après, commencer à donner les D'accord, solutions et d'accord. on posera les questions. Ouais. Oui, exactement. Donc, les objectifs de la stratégie, souvent, les informations que l'on a, ça, tu vas dire, ça va être du bullshit, hein, ça c'est sûr, parce qu'au final, il y a tellement de choses qu'on dit sur les API, transformation digitale, création de nouvelles offres, machin, tout. La liste, elle est longue. Là, j'ai juste mis en lumière, en fait, les avantages que l'on a aujourd'hui, qu'on retrouve encore et encore. Mais sur chaque point, je peux te dire qu'il y a des pain points parce que la transformation digitale, création de nouvelles offres, si on adosse par exemple la création le succès d'une API avec la création d'une nouvelle offre, par exemple, si l'offre ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu vas dire finalement? Tu vas dire que l'API stratégie n'a pas été bien parce que ça rapporte pas le chiffre d'affaires que tu aurais espéré ou je ne sais pas. Donc, il y a encore toute cette complexité-là qui est en train de dire, mais tout le monde est d'accord quand même dès le début en disant que voilà tous les avantages qu'on peut avoir, mais est-ce qu'on arrive à les avoir? Donc, Oui, oui, voilà. complètement. Après, Kitty, si tu permets, Mm. derrière la notion de bullshit ou pas, c'est on peut aller dire à un CEO par exemple, il faut qu'on fasse une stratégie API parce que D'accord. on peut commencer à faire des API parce que ça va nous transformer digitalement, parce que ça Oui, va nous permettre oui. d'avoir du upselling et du cross-selling et des choses comme ça. Mais derrière ces termes, il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on parle, ce qu'on expose et savoir les Ça, c'est vrai. maîtriser et présenter Mhm. concrètement ce qu'on veut faire et les gains qu'on a attendus derrière en termes de ROI. C'est ça. C'est plus ça. Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui disent ah oui, mais nous, on fait des API parce que c'est scalable, c'est évolutif. Je dis ok, mais en quoi concrètement c'est scalable? Et généralement, ils ne Ah, savent pas expliquer. oui, Et c'est ça où oui. on rentre dans le bullshit parce que la personne emploie juste des termes pour faire joli. Il y en a qui vont l'entendre et se dire ah oui, lui, je vais m'abonner, je vais écouter, je vais suivre tout ce qu'il me dit. Et ben au final, on se rend compte que ça maîtrise pas forcément. Donc c'est plus dans ce sens. C'est exactement Hmm, ça. Tu l'as bien résumé. hmm, Mais en tout cas, si on arrive à bien à faire fonctionner les API, et à bien tirer parti de la hmm. stratégie, en fait, effectivement, on peut avoir ces bullet points en mode checked, 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 checked ici et là, surtout la partie technique, parce que pour moi, à un moment donné, à partir du moment où on parle API, on parle de découplage forcément, parce on va plus faire du point à point, on va utiliser des API gateway ici et là, on va faire. Donc, il y a certaines choses qui, de toute façon, on est win-win dedans, mais par contre, effectivement, la partie business, c'est là qu'il faut vraiment essayer d'accompagner chaque business unit pour vraiment définir c'est quoi transformation digitale finalement et c'est quoi création d'une nouvelle offre, comment, surtout le ROI, parce qu'on ne saura Ah. jamais si le projet il est vraiment successful ou pas et est-ce que c'était à cause de l'API ou pas. Donc voilà, encore une fois, là, finalement, ça revient à dire l'API derrière est qu'un outil, entre guillemets, Bah oui, et que oui. l'offre, de toute façon, c'est l'offre qu'on a vendue et pas forcément l'API qui était derrière dans certains cas. Sauf si c'est Amazon, encore une fois, où ils vont juste mettre en place des API sur lesquels, à chaque fois que tu vas les utiliser, c'est 5 € par appel. Ben voilà. Je sais pas Ouais. d'où je sors le prix, mais voilà. Ouais, Les parties prenantes. nous aurons compris, je pense. Les parties prenantes, comme on a dit tout à l'heure, souvent en fait, quand on parle d'API, c'est plus que la partie architecture. Souvent, ce que j'ai vu jusque-là, finalement, je ne sais pas de ton côté, mais ça a toujours été l'équipe de l'architecture en fait qui va commencer à prendre un peu 25% de casquette API pour se faire 50% dans un deuxième temps et peut-être dans 3 ans changer complètement de titre. Mais c'est rare dans une entreprise et ça commence à avoir l'effet maintenant, mais c'est rare de se dire que voilà, je suis API développeur sur mon titre, par exemple, dans une entreprise. Donc, c'est toujours caché dans le terme architecte, toujours caché dans le terme développeur, chef de projet. Mais finalement, si tu remontes un peu plus haut pour juste identifier à peu près leur rôle, ça va plutôt être un référent. Un référent, c'est la personne qui connaît absolument tout des API de l'entreprise ou
ou qui connaît quelqu'un qui connaît les API. Tu as toujours les architectes, bien sûr, parce que quand on dit API, tu as parlé de scalabilité tout à l'heure et sécurité et tout le reste. On ne peut pas faire des API justement sans parler aux architectes, aussi bien architectes d'entreprise pour la gouvernance générale, mais architectes techniques aussi pour mettre en place, parce on fait du cloud, on-premise. Tout ça, par exemple, c'est pas au niveau de l'implémentation de l'API qu'on va parler de ça. C'est vraiment en amont, en fait. Et il y a les développeurs, bien sûr. On peut avoir des développeurs qui vont vraiment faire de développement back-end, comme on peut avoir des développeurs souvent dans les entreprises qui ne veulent pas forcément mettre beaucoup trop de moyens sur cette partie-là, mettre en place juste un ESB pour justement faire l'intégration de toutes les API qu'ils ont dans leur entreprise. Après, on a aussi les clients qui souvent aujourd'hui, en tout cas en France, la majeure partie des clients sont plus des partenaires finalement et pas forcément des clients externes en mode public. Après, on a les sponsors qu'on a parlé tout à l'heure, où ça va être le top management ou le business leader, peu importe, mais c'est plus la personne qui va continuer et encore à donner les moyens. Quand je dis moyens, c'est pas forcément que de l'argent, mais aussi du temps, aussi de la priorisation, aussi de beaucoup de choses, mais qui a le poids en fait pour dire voilà, on va faire avancer la pays stratégie, on va sur ce roadmap-là et point barre quoi. Voilà à peu près. Il y a Moi, sûrement ouais, des, vas-y. vas-y. Pardon, Il y a Cathy. sûrement des personnes qui ne sont pas là. Mais en termes de blocs, en fait, idéalement, ils devront tous être là. Et aussi pour l'architecte, peut-être que je mettrai par défaut dedans aussi les data architectes, parce que c'est des gens aussi aujourd'hui, je ne sais pas si ça t'est familier aussi, le fait est que quand on définit les API aujourd'hui, je peux mettre, c'est un use case qui se répète encore et encore. Pour le même champ, je peux l'appeler username, alors que l'autre business unit va l'appeler surname. L'autre business unit va l'appeler user ID. Donc, à un moment donné, si on n'a pas en fait un data architecte qui va nous définir finalement les vraies données à utiliser, comment on va faire le nommage, c'est un peu dommage. Donc, tout ça, ça fait partie de l'API stratégie. Est-ce que vous êtes assez mature pour vraiment aller jusqu'à ce point-là? Je pense qu'il y a quand même des étapes qu'on peut skipper quand on est en short terme, contrairement ou si on est vraiment très mature et on peut se permettre de faire ce genre de choses. Voilà à peu près Oui, pour les parties ouais, prenantes. Mm. complètement en phase. Après, et tu le mets très bien. Moi, j'aurais juste deux points par rapport à. Est-ce que tu es d'accord que si on dit que l'architecte, tu l'as mis au milieu? Moi, j'ai appris depuis plusieurs années le métier d'architecte et je Mhm. vois trois axes. Parce que exit, Oui. sponsor, client, je les mets dans une case plutôt business. Ok. Ah Ensuite, dès qu'on oui, se ok. rapproche de Oui, l'IT, tu as le référent qui peut porter la partie lien business IT, l'architecte qui commence exact. le haut niveau et le développeur, pour moi, c'est lui la mise en œuvre. C'est Tu vois, ouais, donc c'est vraiment pas l'architecte, mal comme approche, oui. ouais, et vraiment, et je pense que la logique des briques que tu as mis, je Oui, pense elle est parlante, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'architecte en lui-même, tu as trois axes. Il y a le business, il y a la tech, après il y a mm, la com. Parce que c'est lui mm, qui doit aussi driver les équipes de développement. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, exact. c'est Mm, que les développeurs, par rapport aux API, quand on leur dit, bon, on a du budget pour mettre en place Strat API, il faut qu'on réfléchisse objet métier, objet business par rapport à nos API, ils se concentrent beaucoup plus sur la technique, ils oublient ou ils ignorent complètement l'aspect business. mm. Donc, tu es d'accord, Katie, que l'architecte, il a aussi son rôle pour sensibiliser les Oui, équipes de développement à oui. l'aspect business. Parce que si on fait quelque chose et que ça rapporte rien, c'est poubelle. Je pense là où c'est intéressant, c'est de dire que il y a quand même l'architecte qui est assez garant en fait de la mise en place finalement parce que
parce que il est responsable d'évangéliser, de pousser le sujet, mais en même temps, il doit aussi convaincre les sponsors. C'est ça ce que tu es en train de dire, Oui, de en fait, convaincre tout le monde sur... oui, il doit expliquer aux sponsors, voilà ce qu'on veut faire, oui. et à l'aide Ah, des c'est une bonne référents et tout, remarque. et peut-être Ouais. des développeurs, parce que tu as des développeurs Ah assez bah seniors oui, qui savent parler aussi avec des sponsors, hein. Donc ils ont la palette com. Il faut oui, pas se dire que les développeurs ne savent pas communiquer, hein. Donc ça, moi je vois certains développeurs qui ont un aspect aussi politique et qui peuvent oui, gérer, exactement. driver des sujets politiques, il n'y Ouais, a pas de ouais. souci. Donc, et aussi l'architecte, il doit aussi expliquer l'aspect business. Parce que les développeurs aujourd'hui, majoritairement, ils se concentrent à faire des stacks techniques sexy et tout pour se faire plaisir. Et malheureusement, ils oublient l'aspect business. Et du coup, je dirais pas que c'est la plupart du temps, j'ai pas de stats en tête, mais ça peut être poubelle ce qu'on fait, ce qu'on est en train de concevoir. Et du coup, ça peut mettre à mal le travail de l'architecte et tout. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu partages ou pas du tout, Kitty? Je partage entièrement hein, parce qu'au final, en plus, les architectes sont très légitimes sur cette partie-là et c'est pour ça aussi que j'ai dit tout à l'heure que finalement, il n'y a pas non plus un titre. Donc, ça revient à dire que finalement, les entreprises ont raison de garder le titre architecte et ne pas forcément faire un tag slash API ou slash event Hmm. ou slash ce que tu veux parce qu'au final, ben, de toute façon, c'est le cerveau, c'est le centre de tout. Ils ont la légitimité en plus de porter ces sujets-là qui sont porteurs pour l'entreprise. Mais par contre, de toujours aussi mettre cette partie où il faut qu'ils fassent de la communication, de l'évangélisation dans l'entreprise. Donc je suis entièrement d'accord. Et Hmm. la partie qui est très intéressante, c'est le développeur qui se fait plaisir. Parce que là où je trouve que c'est intéressant dans les API, finalement, c'est que pourquoi les développeurs ne râlent jamais? Parce qu'au final, on se fait plaisir à jouer avec les API, à Bah oui. développer, à Hmm. consommer et tout. Limite, il n'y a pas de retombées business dedans. C'est vraiment pas du tout notre problème parce qu'au final, on arrive à bien manipuler les données, à challenger les sécurités. C'est vrai, c'est une réflexion que j'ai eue récemment en disant que je m'amuse à faire les API tout simplement parce que je touche à tout. Mais est-ce que le retombé business, il est au rendez-vous? Donc, tu viens de le dire, en fait, Ouais. finalement, les développeurs ils se font plaisir, quoi. Oui, donc pas tous quand même, mais Oui, c'est ce qu'on voit certains. majoritairement. Oui, Et il faut, oui. moi je le dis, hein, je le dis ouvertement, c'est que c'est pas une question, une critique ou autre, c'est un constat et qu'on doit Mhm, tous, juste petite parenthèse. Moi mhm. aujourd'hui, je vois beaucoup de développeurs dire le TDD. Le Test Driven Development, un peu un sujet Oui, hors scope d'aujourd'hui, mais oui. qui peut servir à mettre en place des API. Ok? Il y en a qui disent, si vous ne faites pas du TDD, votre projet échoue. Moi, je suis désolé, si je me pointe et j'entends cette phrase, bah, on est parti pour un long débat. Non, on peut D'autant pas plus se que c'est permettre pas tout ça. le monde qui met en place du TDD Oui, hein, aujourd'hui. exactement. Donc, Donc, c'est pas être anti-DDD ou pro-TDD. Il faut mettre les mm, choses, les stacks, en fonction du contexte business. exact. C'est Ouais, ça. Il y a un exact. budget, il y a un contexte business. On a des clients qui veulent quelque chose à telle Mhm. date. On s'adapte. Et on verra comment rendre la stack sexy et se faire plaisir. Et c'est important de se faire plaisir aussi. Dans la vie en Toujours rester général. agile, toujours rester flexible et on s'adapte à chaque contrainte, Ouais. chaque entreprise a son histoire, à son organisation. Donc, faut pas venir prendre un modèle qui a fonctionné chez tel et directement faire de la copier-coller sur l'autre entreprise. Donc, Ouais. ça, on est Complètement. d'accord. Ouais. Très La bien. prochaine étape, c'est les outils. Je pense que tu vas voir le cercle que tu aimes bien. Donc, celui-là, Ah, je je le l'adore. réutilise assez souvent et je dois peut-être le mettre à jour parce qu'il y a de plus en plus Ah, ça. d'outils qui sont sur le marché. Mais avant toute chose, en fait, le plus important maintenant, c'est que de un, il y a pas mal d'outils qui sont arrivés sur le marché qui essaient de couvrir en fait tous les pain points d'un cycle de vie d'API. Mais la partie qu'il faut vraiment faire gaffe, surtout pour les architectes, c'est vraiment l'automatisation. C'est à chaque fois que vous allez choisir un de ces outils-là,
pensez plus en fait à votre process, comment il va intégrer dans votre écosystème et tout le reste, et pas forcément choisir le plus fancy, même si c'est lui qui va répondre au plus aux besoins de l'API. Donc, dans tous les cas, ça, c'est des warnings. Mais là, je vais revenir sur les outils. Donc, quand on parle de stratégie, finalement, on parle de mise en œuvre aussi, comment on va le mettre en œuvre. Il y a la gouvernance, bien sûr. Ça on n'en avait pas parlé parce que c'est tellement évident et c'est un sujet tout entier. Et après, il y a la partie outils où il faut s'outiller, en fait, pour arriver, pour justement avoir ce plus dans les API. Parce que si on fait que des API, on arrive justement à le développer avec du Spring Boot et basta. Là, on parle vraiment de la stratégie, là où on design bien nos API. Quand on parle de design, c'est qu'on essaie de vraiment faire du design qui va être réutilisable, parce que quand on parle de thème to market, en fait, dans les API, à chaque fois, l'atout des API, c'est le thème to market. Mais si vous commencez dans votre entreprise à dupliquer des API partout ou à ne pas faire de la réutilisation, finalement, en fait, le thème to market, vous l'aurez toujours au même titre que les autres thèmes to market. Oui. Donc, il n'y a pas de gain là-dessus. Et pareil, il y a aussi, quand on parle de stratégie, il y a plus cette cartographie, en fait, le landscape de l'entreprise qu'il faut prendre en compte et avoir, en fait, tous les business units qui savent à peu près quelles sont les API qui sont designés dans l'entreprise à l'instant T, leur permettent aussi de réutiliser ou bien de ne pas dupliquer certaines fonctionnalités. Si ça se trouve, en fait, la même data est accessible par 5 API différentes. Ça, c'est déjà vu et du revu, et encore une fois. Donc, on essaie de se dire, l'élément le plus essentiel, c'est l'API design. On va mettre en place des outils. Là, j'ai listé SmartBear, Insomnia, Postman. C'est que des exemples. Dans tous les cas, vous pouvez aussi même faire, moi, ce que j'utilise tous les jours, c'est directement un open source. Je prends VS Code, je mets Spectral dedans et ma vie, elle est faite. Dans tous les cas, il faut juste se dire que dans tous les cas, c'est la partie de recueil de besoins qui prend le plus de temps. Est-ce que vous vous êtes tous mis d'accord? Est-ce que tout le monde s'est mis d'accord qu'on va faire ça et ça et ça? Une fois que le besoin il est vraiment clair pour tout le monde, on va maintenant définir le livrable qui est le Swagger par défaut, mais c'est les pièces spécifications. Il y a aussi la partie sécurisation. On parle de sécurité, on parle de réglementaire, on parle de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc là, j'ai juste mis en avant en fait 2 exemples, mais franchement, l'autre 2, c'est pas le seul standard qui existe. Vous avez l'OpenIT Connect, vous avez récemment j'ai découvert du PKJWT, alors là c'est du Private Key JWT, donc voilà. J'ai l'impression que chaque mois en fait vous aurez toujours des nouveautés, mais selon l'appétence de votre entreprise sur les nouvelles technologies, plus en fait il faut considérer que plus vous vous ouvrez à l'extérieur, plus il faut que vous soyez en fait très au courant des dernières nouveautés de sécurité, parce que voilà, vous êtes à même d'avoir beaucoup de failles de sécurité dans votre API. Sinon, si vous êtes en interne, on est d'accord, il y a beaucoup d'entreprises encore qui utilisent des API qui ils sont toujours là aujourd'hui. Donc voilà, quand on reste en on-premise, tout est permis. Il y a la documentation, on peut faire du fait maison. Je fais mon API. Là où les gens se trompent toujours, c'est que pour eux, en fait, l'Open API spécification ou le Swagger est la documentation. Mais Rafik, si tu me donnes une API spécification avec 50 endpoints dedans, si tu ne m'expliques pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ces 50 endpoints, je vais passer une semaine pour juste essayer de comprendre ton API. Donc, avoir une documentation, ça peut être un document sur Confluence, parce que je pense toutes les entreprises aujourd'hui assignées chez Confluence, donc ils ont tous Confluence. Tu mets juste un joli diagramme en disant que première étape, tu fais un get, deuxième étape, tu fais un post, tu t'assures d'abord qu'il y a un delete, machin et tout. Donc, il faut expliquer par use case. Donc, c'est pour ça que la documentation est intéressante, parce que c'est à peu près le cookbook de comment tu utilises ton API. Il y a la partie test, j'entre pas trop dedans. Il y a le TDD que tu viens de dire tout à l'heure. La versionning, alors là, ça, c'est pas toutes les entreprises aussi qui l'adaptent aujourd'hui, parce que tu peux avoir des entreprises qui, à chaque fois, qui changent le comportement de l'API sans forcément changer l'interface de l'API, ils changent de version. Comme tu peux avoir des entreprises qui le font très très bien, ou moi ce que j'aime bien, moi personnellement, c'est de me dire que je suis un client, je m'abonne à ton API, je m'en fous de ce que tu fais derrière. Est-ce que tu as changé tes règles de business, machin et tout? Si le champ que j'ai appelé, qui s'appelle username, reste toujours username, ça me va.
Donc, tu me changes rien du tout de mon côté. Donc, je me protège, tu me protèges. Par contre, toi, de ton côté, c'est ce que je trouve magique dans les épièdes. Toi, de ton côté, si tu as complètement changé ton back-end, c'est pas grave. Moi, autant que client, je suis en fait protégée. On a la partie publication. Alors là, la publication des API aujourd'hui, il y en a mais vraiment pas mal d'outils. On a Kong qui vient de faire un levée de fonds assez intéressant apparemment. Il y a Software AG qui a été racheté par IBM, donc voilà, donc je devrais peut-être mettre à jour le Software AG. Il y a PG qui est en force et qui rajoute beaucoup d'IA aussi dans leur API Gateway, donc je ne vais pas tous vous lister. Il y a Gravity qui est français. Voilà, si vous voulez utiliser une API Gateway français, il y a Gravity. Après, j'ai compris aussi que Axway est très présent dans tout ce qui est établissement public. Il y a pas mal d'entreprises qui utilisent aussi Azure, mais moi, personnellement, le message que j'ai pour les personnes, par exemple, si vous voulez partir dans une aventure d'API Gateway, l'outil en lui-même ne change pas complètement le concept de base. Donc apprenez déjà le concept de base et après vous saurez quel outil choisir. Vous Exactement. pouvez toujours vous adapter au fur et à mesure. Donc c'est pas là la question. C'est toujours les mêmes fonctionnalités de toute façon. La promotion, encore une fois. En fait, ça, on revient sur toujours la stratégie en disant est-ce que je fais cette API-là que pour moi? Donc, il faut que j'arrive à le promouvoir au sein de mon entreprise. Est-ce que je le promeux par un canal de communication en envoyant un email listing à toutes les IT de mon entreprise en disant voilà, il y a une nouvelle version. On a vu ça et tu peux aussi avoir directement un développeur portal là où tu t'abonnes sur toutes les API de la boîte. Donc, selon la maturité, encore une fois, si vous n'êtes même pas sur la moitié de tout ça, ce n'est pas grave. Il faut juste savoir en fait que ça, c'est le cycle de vie standard d'une API. Certaines entreprises ne mettent pas, par exemple, des outils d'API design parce que ce n'est pas là leur priorité d'aujourd'hui et ce n'est pas là non plus qu'ils ont envie d'investir. Donc ça, c'est pas grave, mais il faut juste pas oublier que tout cela, en fait, va être un pain point si vous ne l'outillez pas. Et du coup, la stratégie API derrière, en fait, peut-être que vous allez avoir un découpage, mais j'espère qu'au bout de 5 ans, vous allez quand même penser sérieusement à vous acheter, par exemple, l'outil d'API Design. Parce que souvent, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une entreprise va directement avoir l'outil d'API Gateway et point barre. Il n'y a pas autre chose derrière. Par exemple, pour avoir l'API, je dois t'écrire un email en disant, ben voilà, le endpoint, Rafik, tu peux le tester avec telle collection Postman. Et il n'y a pas d'outil centralisé, il n'y a rien. Alors que si tout était centralisé, tout était automatisé, c'est sûr que la stratégie API a plus de chances d'être successful que s'il n'y a pas d'outils. Oui, parfait. Juste Katie sur la partie publication, API Gateway, il y a APSX, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des outils open source et libres aussi qui existent, comme APSX. APISX, c'est un outil de la communauté Apache. D'accord. Voilà, qui fait aussi le taf. Il est un peu moins automatisé, bien sûr, que les outils payants et tout, mais c'est quelque chose qui peut bien sûr dépanner pour l'intégration d'un API Gateway. En termes de client, il va être comment? Il va être plus orienté client PME ou des trucs comme ça, c'est ça? C'est Ouais, plus il vaut pour... mieux, ouais. Exactement, ouais, ouais. Plus PME, plus des boîtes à 500 1000 personnes, parce que les oui, grands groupes, très grands groupes, il leur faut c'est vrai que peut-être c'est... un peu Mm, plus d'automatisation, oui. ouais. C'est vrai que c'est assez. C'est pour ça que je dis, encore une fois, il faut vraiment toujours prendre son contexte avant de choisir quelque chose et pas forcément Exactement. dire APG est tellement le plus utilisé sur le Garner, donc il faut absolument que je l'ai. À un moment donné, si ça correspond pas à votre entreprise, c'est là aussi qu'on a besoin des architectes parce que les architectes savent exactement en fait à quel moment il faut choisir quoi et pas avoir des biais entre guillemets de la trend du marché. Oui, complètement. Moi, je prends comme Ouais. exemple, tu sais, Katie, les Jeux Olympiques 2004, organisés par la D'accord, Grèce. La d'accord. Grèce, petit budget, pas un monstre européen. Par l'histoire, c'est le must, mais par un budget économique, ils étaient à la traîne et ils ont pris quand même l'organisation des Jeux Olympiques.
ce qui Ouais. les a conduits derrière à ce qu'ils soient économiquement en déficit et ils se relèvent un peu aujourd'hui. Mais c'est un exemple pour dire que ils ont investi sur quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Ah, Donc c'est un peu ouais, le même ouais. exemple. Donc C'est un coût en plus, voilà, oui. donc Ouais, il faut pas aller acheter des choses. On se dit, ok, on investit, on a un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros, mais on a acheté un outil qu'on paye 2 millions d'euros ouais, chaque année. ouais. C'est pas censé. Donc c'est pour ça qu'on dit, et tu l'as rappelé au début, avant d'expliquer le slide, c'est maîtriser le concept de base avant d'aller sur l'outil. Et ça, c'est vraiment, Exact, j'insiste sur ça. exact. Exact. Il faut vraiment. Et en fait, là aussi où je trouve qu'il y a des pain points dans chaque entreprise où j'interviens, c'est qu'en fait, il leur manque cette vision d'auteur en disant que en fait, le cycle de vie d'un API, ça passe d'abord par le recueil de besoins jusqu'à l'analyse et l'observation. En fait, ça passe pas directement que par la publication. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui minimisent tout ce qui est en amont. Pourtant, c'est ceux-là aussi qui vont faire que le programme API il va aboutir ou se casser la figure. Donc, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur, essayer de voir c'est quoi le cycle de vie de l'API, prendre un papier blanc autour d'une table et dessiner directement le process, en fait. Parce que si Hmm. ça se trouve dans votre équipe, il y a des gens qui galèrent à designer une API, justement parce qu'on ne les a pas outillés. Hein. Après, comme c'est des humains, bah, moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai mis adresse, j'ai oublié le S de adresse parce que c'est deux S pour anglais. Bah, en fait, il est arrivé en production. Personne ne l'a jamais vu ni rien du tout pour dire que c'est un humain qui le fait derrière, en Ouais. fait. Et comme il n'y a pas un outillage, alors que pourtant, dans les API design aujourd'hui, les outils sur le marché, tu peux même faire des règles, tu peux même faire des choses assez poussées pour dire que, par exemple, si j'ai oublié de définir une erreur 401, l'outil va me dire, bah, écoute, Katie, tu as fait un warning ici ou un erreur ici, donc tu passes pas la validation des API design si tu l'as pas. Donc, alors que ça, si tu n'outilles pas, bien sûr, ben, je suis mon propre chef, je vais, parce que je suis le Oui. designer, on me croit. Même si je suis hyper forte dans ce que je fais, à un moment donné, je peux faire aussi des bêtises. Donc, du coup, l'équipe qui va prendre en charge l'implémentation ben, ne va pas justement parce qu'il y a toujours cette légitimité dans une équipe. Hein. Donc, l'équipe qui va prendre en charge l'implémentation va se dire, ben, écoutez, c'est ça le contrat d'interface, nous, on l'implémente comme tel parce que c'est comme ça. Et pour moi, l'outillage, l'automatisation, il y a certaines validations qui peuvent être faites par défaut, ben, on le fait déjà. Le minimum de choses un humain doit faire, ben, on fait faire par l'humain parce que de toute façon, on ne veut pas être remplacé par de l'IA. En tout cas pour moi. Ouais, ça, on va faire une petite parenthèse dessus. Juste, Kitty, je voulais juste Oui. monétisation. C'est un sujet qui intéresse Ah ouais. fortement. Ouais. Sur ça, est-ce que tu peux Mhm. nous indiquer, parce que moi j'ai assisté à Happy Days, une conférence de Telco qui eux proposent Mhm. des API pour suivre la monétisation de la consommation. En fait, ils ont un système propre à eux. Mais aujourd'hui, si je veux monétiser mes API, euh, c'est... quelles sont les clés pour réussir cette monétisation? Alors, c'est là que je vais me braquer et prendre les dernières données sur cette partie-là, surtout l'état de la France. Apparemment, c'est un tiers seulement des entreprises qui arrivent à monétiser leur API. Et en fait, le reste, en fait, n'y pense même pas encore pour te dire que c'est pour ça que j'insistais dès le début en disant que peut-être que la stratégie est bien en découpage. Mais par contre, il faut quand même garder en tête dès le début le cycle de vie, en disant que dans le cycle de vie, en fait, il y a aussi la monétisation. On n'est pas en train de faire des API juste pour faire des API, Ouais. justement quand on parle de stratégie. Et donc, du coup, il n'y a pas assez d'entreprises qui pensent à cette partie-là. Et bien sûr, ils ne savent pas le mesurer. Le vrai problème, c'est que personne n'arrive à le mesurer. Comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, si une offre ne fonctionne pas, est-ce que c'est parce que c'est mon API qui n'a pas fonctionné? Ça, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Mais par
Par contre, si on veut vraiment le faire, les exemples qui reviennent et encore, ça va être sur la consommation que un business unit a fait en fait sur une API donnée supposons on prend une entreprise qui fait vraiment que des API en interne, tu vas regarder ce que le business unit A a consommé des API du business unit B. Quand je parle de consommation, ça va être le nombre de transactions mensuelles en fait. On est en train de regarder, par exemple, il y a une API qui s'appelle API A avec un endpoint B. En fait, cet endpoint B a été consommé par l'application A à un moment donné fois 100. Et donc, on les met en fait sur un fichier. On dit, ben voilà ce que vous nous avez consommé. On commence à éduquer en fait le business en disant que peut-être pas sur un coût direct, parce que c'est compliqué de dire que vous allez nous payer 50 euros parce que vous avez consommé cette quantité d'informations, mais il faut quand même commencer à mapper en fait le nombre de calls qu'ils ont fait avec le business qu'ils ont rapporté avec ce call-là. Juste faire un mapping indirect. Donc, on n'arrive toujours pas à la monétisation, mais au moins, on essaie d'éduquer les business en disant que chaque transaction que vous avez, en fait, derrière, il y avait son API qui a été faite. Est-ce que c'est lié? On ne sait pas encore, mais il faut déjà commencer à mettre des bases pour l'apprentissage de demain, comment on veut le monétiser. Il y a aussi le partnership, apparemment. Par exemple, si tu as un service donné qui s'occupe de la facturation sur Zora, par exemple, Zora, c'est un service de facturation, si je ne me trompe pas, ben, en fait, tu fais aussi le même modèle, mais sauf que là, comme c'est un partenaire, il est pricé, ce partenaire, de toute façon. Chaque appel que tu vas faire chez ce partenaire-là va coûter tel et tel et tel, donc tu vas les imputer, en fait, sur les coûts de chaque business unit qui les a utilisés. Donc, en fait, il y a des modèles, mais sauf que les modèles aujourd'hui sont tellement indirects que personne n'arrive vraiment à les définir comme étant une monétisation. Oui, complètement. Ouais. C'est une grosse difficulté, c'est pour ça que je te posais la question. Et pour moi, c'est peut-être le next step d'une stratégie API, c'est savoir comment Exact. monétiser et accompagner l'outillage, surtout l'outillage associé, et comment rendre rentable, on va dire, rendre Exactement. rentable ces applis. Oui. Exactement. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que si vous voulez vraiment tirer parti des API, il faut quand même se faire accompagner. Parce qu'au début, en fait, la définition tout à l'heure, c'était la définition des objectifs. Et dedans, quand on définit les objectifs, on sait quand même dire quand est-ce qu'ils sont atteints, en fait. Donc, dès la définition de ces objectifs-là, on va mapper aussi la monétisation derrière pour se dire que chaque transaction va faire ça et ça et ça, même si c'est sur une base d'études, mais au moins c'est défini. Complètement, ouais, complètement. L'accompagnement est très important parce qu'on peut faire de la veille tant qu'on veut, mais il y a des gens qui ont toutes les clés en main. Et tu en fais partie pour moi qui était pour le domaine API qui peuvent aussi proposer, accompagner et conseiller au mieux les entreprises et ça peut ne pas être très lent, hein. Donc c'est ça ce qu'il Oui, faut avoir exact. en tête, quoi. Mm. Donc Mm. très bien. On peut passer à la suite si tu souhaites, Kitty. La suite, c'est la gouvernance, mais comme tu vas en parler, et on en a déjà un peu parlé aussi, c'est que je vais pas trop perdre mon temps dessus parce que la gouvernance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut définir. C'est un volet tout à fait à part, mais qui fait aussi le succès de la stratégie parce que, en fait, il va mettre en place toutes les règles, toutes les bonnes pratiques, le process qu'on vient de dire tout à l'heure, qui fait quoi et tout. En fait, c'est vraiment pour consolider tout ce qu'on vient de dire. On a besoin de la gouvernance et on a besoin du process. Mais ça, c'est vraiment un sujet à part entière. Donc, j'ai cru comprendre que tu auras une autre série sur la gouvernance. Donc, ça, j'encourage aussi tout le monde qui est API intéressé à voir la partie gouvernance. Oui, c'est que dans le monde d'API, aujourd'hui on passe stratégie, après il y a plein de sous-volets, et enfin partie, Oui, maintenant voilà, si quelqu'un exact. regarde la vidéo qui maîtrise complètement ça et qui me contacte, il y a pas de Yes. souci, et, Yes. ça viendra, voilà, exactement. Parfait. Je pense que j'ai presque fini. Ça, c'est mes Parfait. golden rules, en fait. Ben, assez simple, hein, parce que finalement, ça
ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut fixer les objectifs atteignables pour du court terme, moyen terme, long terme, l'humain, l'équipe, les outils, bien sûr. Et moi, ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est la partie verte. En fait, c'est le projet vitrine. Parce que tout ça, si on ne met pas en avant, en fait, ça veut dire on aura défini la stratégie sur un papier, mais au final, il y a la mise en pratique, en fait, n'a pas été vraiment respectée. Ben, c'est un peu une perte. Donc, du coup, pour moi, j'aime toujours me dire, ben voilà, maintenant, commençons par un petit projet, mettons en œuvre, en fait, toute la stratégie qu'on vient de définir pour voir si elle tient la route ou pas. Et bien sûr, il faut itérer, hein, parce que si ce qu'on a défini au début n'était pas bien, faut aussi, comme c'est de la technologie, tout le monde a droit d'évoluer au fur et à mesure. Donc, c'est plus ça aussi. Voilà à peu près ce que j'ai à dire, Rafik, sur toute la stratégie, avec une conclusion de Golden Rules sur ce qu'il faut savoir. Si vous êtes IT, c'est sûr que vous allez comprendre à peu près certaines choses. Si vous êtes business, vous arrivez aussi à vous positionner en fait sur ce genre de choses. Si vous n'avez pas été très, très impliqué jusque-là, n'hésitez pas, si on vous met en copie en fait des ateliers de design, de juste y aller par curiosité, pour essayer de comprendre un peu et tout. Mais voilà, dans les API, il y a tellement de sujets transverses que je pense que tout le monde peut avoir trouvé sa place dedans, quoi. Complètement en phase, et c'est surtout pour la partie business. Pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui, le lien IT business. Ça manque vachement dans les entreprises. C'est pour ça que j'encourage à des séances d'acculturation, que ce soit en one-to-one ou en one-to-many ou mini-to-many. C'est vraiment important qu'on sache, qu'on comprenne ce que c'est une API, ce que c'est une API Gateway, ce que ça ramène pour l'impact sur le business, sans rentrer dans le détail. On ne parle pas APG, on ne parle pas enfin OO2, des choses comme ça, mais donner les clés pour que côté business, ils puissent comprendre, et ça permet de créer une cohésion interne aussi, hein. Oui, exact. Et c'est pour ça que l'acculturation est vraiment importante. C'est pour ça que la chaîne de Unbullshit, elle existe aussi. Donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à me contacter aussi, parce qu'on peut aussi trouver des personnes qui sont expertes de tel domaine, de tel mot à définir. Aujourd'hui, on en dit énormément. Par exemple, API Gateway, c'est quoi une gateway? Ça va venir. API Management, c'est quoi API Management? Ça va venir, et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment s'acculturer dessus pour avancer en cohésion avec tout le monde, quoi. Et moi, j'ai une question, Katie. Avant de parler, juste une petite parenthèse par rapport à l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, si ouais, par rapport à ce que tu nous as présenté, ça va être flagrant, la réponse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis obligé de mettre en place une stratégie API pour réussir le développement de mes API? Est-ce que je peux réussir sans mettre forcément une stratégie? Ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Pour moi, c'est plus en termes de vision court, moyen, long terme. Si la vision de l'entreprise est vraiment juste pour essayer les API, pour l'essayer, pour voir un peu comment ça fonctionne, ou bien pour connecter deux services, et que c'est pas vraiment le cœur de métier de l'entreprise, on est d'accord. Il n'y a pas besoin de dépenser autant de temps et autant d'argent sur de la mise en place de la stratégie. Donc, il faut juste penser court terme, en fait. Mais par contre, là où c'est vraiment intéressant, en fait, de parler stratégie, c'est que de toute façon, c'est le seul moyen, en fait, de tirer profit des API. Parce qu'on tire déjà profit techniquement des API, hein, en découplant les choses et tout, mais businessment parlant, sans stratégie, ça m'a l'air d'être assez compliqué quand même. Peut-être qu'il y a moyen de s'en sortir, mais la preuve en est qu'on est à un quart seulement ou un tiers seulement qui fait de la monétisation aujourd'hui. Pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas eu une bonne définition de stratégie depuis le début, et les chiffres en parlent sur tous les rapports de 2024. Aujourd'hui, en fait, tout le monde sait faire des API, mais par contre, il n'y a pas beaucoup qui sait en tirer vraiment une valeur business très concrète. Donc voilà. Donc, parlons stratégie à partir de maintenant, parce qu'API, j'ai l'impression que tout le monde le maîtrise déjà. Complètement convaincu, Kitty, pour le coup. Et c'est ça ce que je rappelle même durant mes conférences. Je dis, et ce que tu dis, hein, c'est faites des choses qui fit en anglais, du coup, qui rentrent dans votre contexte business. Donc, et pour moi, peut-être que si vous voulez mettre en place une stratégie API par rapport à
tout ce que nous a présenté Kitty, je pense qu'on peut aller pas à pas, Kitty. C'est-à-dire se dire, je C'est vais ça. commencer à la partie design jusqu'à test et fur et à Exact. mesure, petit à petit, aller vers le tout. Parce que votre CEO, vous ne Exact. devez pas le choquer, quoi. Donc si vous allez lui présenter, lui dites pas en un an on va faire tout ça parce que là c'est croix direct et on se fait recaler. Donc C'est c'est ça. vraiment essentiel d'avoir un esprit agile malgré tout. Oui, Hmm. c'est pour ça que même sur le modèle que tu viens de dire, si tu as un petit projet vitrine sur lequel tu vas démontrer le petit bout que tu viens de définir, en fait, c'est déjà pas mal parce qu'au final, tu prouves déjà qu'une petite partie de ta stratégie est déjà en train d'être Hmm. utilisée et fonctionne, quoi. Hmm. Donc, il faut y aller petit à petit, effectivement. Je te rejoins sur ça parce que je pense pas avoir trouvé une entreprise. Après, si vous arrivez sur le marché en 2024 et à faire des API, c'est normal de prendre directement les modèles qu'il y a sur le marché et l'appliquer. Mais si vous êtes dans le domaine depuis un certain moment, j'avoue qu'il faut y aller petit à petit. Hmm. Complètement. Et pour finir, l'aspect IA, alors aujourd'hui, il y a plusieurs axes. Tu me diras ce que tu en penses, hein. Il y a l'axe du coding. Non, l'aspect design déjà. L'aspect design, je vois pas mal d'outils qui existent aujourd'hui qui Oui, permettent d'assister dans le design des API. D'ailleurs, on était ensemble récemment à une conférence où on va pas citer le nom de l'outil puisque la chaîne, elle sponsorise et commercialise rien du tout. Mais on voit qu'il y a des outils qui pointent leur nez et qui se confirment au niveau marché pour faciliter le design des API par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as un avis, toi, Katie, sur ça et enfin, ta perception des choses par rapport à ça, sur la partie design, hein, déjà. oui. Pour moi, en fait, la partie design, c'est très important d'avoir un outil dessus, mais encore mieux si c'est un IA. Je te Ouais. donne un exemple, en fait, c'est vraiment en disant, je veux, déjà l'username tout à l'heure, l'exemple de Oui. l'username tout à l'heure, en fait, c'est que si on n'a pas le big picture du landscape de l'API, en fait, de l'entreprise, c'est impossible de savoir quel mot il faut vraiment que j'utilise pour ce champ-là. Donc, avoir un IA qui est capable de scanner toutes les API de l'entreprise en un rien de temps et qui va me proposer, par exemple, qu'à la place d'un username, je dois utiliser. Maintenant, la tendance, c'est plus name et pas username. Franchement, je suis tout à fait d'accord sur l'utilisation parce qu'en fait, c'est comme du code. Hein. Faire du design, c'est comme du code. Toi, tu vas coder autrement. Moi, je vais coder autrement. Si on a un IA qui va nous homogénéiser à peu près tout ça et que nous, on est juste là pour donner une petite réflexion pour pousser l'IA, why not? Moi, je le trouve qu'en plus, après, il ne faut pas non plus que ça prenne mon job, quoi. Mais Ouais. Ah, mais en termes de plus technique, en fait, je le trouve vraiment être un game changer parce que il y a tellement de pain points sur cette partie-là. C'est les gens qui designent tous les jours en savent, c'est que c'est pas une partie de plaisir hein, de aller piocher dans les historiques, quel mot il faut utiliser, où est-ce que cette API-là est utilisée, comment c'est utilisé, machin et tout. S'il y a un IA qui peut me scanner tout ça en un rien de temps, franchement, moi je prends. Hein. franchement, ce que tu dis, ça rejoint le podcast qu'on a fait sur l'IA génératif, que vous pouvez Mhm, retrouver dans la chaîne. mhm. Je souhaite avoir un outil. C'est bien qu'on se dise tous, voilà, on ouvre nos chakras, il faut aller sur l'IA génératif par exemple. Et derrière, elle me fait un starter, elle m'aide, mais par contre, c'est moi qui la contrôle. Et pour moi, c'est la Exact. réussite, elle est ici. Réussir l'intégration de l'IA générative dans les entreprises aujourd'hui, et même dans sa vie quotidienne, c'est réussir à en prendre le contrôle pour moi. Donc, Oui. c'est exactement ce que tu dis. Donc, c'est rassurant et ça fait du bien de l'entendre un peu partout, de la part des experts comme toi, comme la Mm. personne que j'ai reçue aussi durant le podcast. Et derrière, je dirais aussi qu'il y a des outils d'IA coding assistant aujourd'hui, il y en a énormément. Donc, c'est des outils en code et ça Et commence à complète. sortir et Ouais. complète Ouais. exactement. Ouais. On peut refuser ou accepter. Et ça, moi, je l'ai testé par exemple sur des contrats Open API et j'étais Oui. vraiment bluffé. Parce que Ouais. j'ai juste dit en commentaire, voilà, je veux une API pour la gestion de stock de Mm. fruits et légumes. Et ben, elle m'a sorti un truc prêt à l'emploi.
Pas totalement, parce que je voyais des Oui, incohérences, des choses comme oui, ça, mais je rectifie, machin et tu as tout. la Et base, quoi. derrière, j'avais une API que je pouvais exposer pas prête à l'exécution, parce qu'il faut mettre du code derrière, mais je pouvais l'exposer à un client en disant, voilà, j'ai une API qui gère le stock, si vous êtes intéressé, on peut... Donc, on peut aller dans ce type de choses. Mais il faut garder le contrôle dessus. Ça, c'est vraiment important. Moi, c'est le message que je véhicule aujourd'hui. Donner les moyens pour que l'IA générative puisse nous ramener de la valeur ajoutée, mais ne pas la considérer comme c'est elle qui doit tout faire. Moi, je dois juste exécuter. Et ça serait Mm. vraiment le risque par rapport à ce type d'outil, quoi. Donc, Mais ce qui est génial dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on a un pain point aujourd'hui de qui est vraiment légitime à être API designer. Donc, si on veut ouvrir l'utilisation des API dans une entreprise, finalement, moi, je ciblerai directement les business units qui, eux, ont le vrai besoin de l'API. Si on leur donne un outil qui peut les aider, en fait, pour designer, le vrai pain point qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas utiliser un Open API spécification. Je comprends parce que c'est du charabia dedans et c'est compliqué pour eux de hum, comprendre. hum. Alors que si tu leur donnes un YAC qui va leur dire, bah, écoutez, exactement comme ce que tu viens de faire, et moi, autant que API designer, mon rôle va juste être justement de revalider ce que cette personne-là m'aurait proposé en fait. Donc je fais déjà un contre. Donc c'est même plus mon idée, c'est l'idée de l'autre du business, parce qu'en fait, le vrai challenge d'un API designer, c'est de se mettre à la place du business, finalement, parce qu'il faut comprendre ce qu'il dit et tout. Et si l'IA, lui, peut interpréter ce que le business lui dit, franchement, c'est tout bénef. Hein. Ah, franchement, là, ce que tu dis, Ouais, pour moi, c'est le cas optimal de mise en place des API dans une entreprise. C'est que exact. c'est le business qui connaît le mieux son domaine. On ne connaîtra Oui, jamais mieux que lui. Donc, oui, si ils arrivent à fournir un jour des contrats API et derrière l'IT, elle fait de l'IT au final, hein, oui, exact. et ben là, c'est bingo. Ah, Malheureusement, aujourd'hui, je vois encore des développeurs produire des contrats Open ah bah, bien API sûr, et tout. Donc bien ça, sûr. c'est... Mais Hmm. bon, on y croit toujours, écoute. On, on va y Voilà. arriver, on va y arriver. L'ambition, elle est là, exactement. Elle est grande, mais on va y arriver, exactement. Donc je crois qu'on a fait un gros et Oui. un Ah très bon oui. panel Oui. en termes de stratégie API. Alors, le mot de la fin, Katie, qu'est-ce que tu nous diras pour le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est qu'il faut arrêter de faire les API pour les techs. Il faut commencer à les penser pour le business, pour justement avoir le profit en fait derrière les API. Et il faut se faire accompagner par des personnes qui savent le faire dans un premier temps si on n'a pas toutes les ressources chez soi. Et le dernier point, c'est petit à petit. Il faut commencer Petit à petit à peu. petit. Il faut commencer quelque part, mais petit à petit. Et ce que tu as dit aussi dans un titre de conférence, c'est un must-have et non plus un nice-to-have. Et Exact. c'est limpide. En Merci. 2024, Ouais. c'est plus Nestoave en fait. 2025, je ne veux même plus entendre des gens qui disent stratégie à Pierre, mais non. Et je Franchement, compte sur toi pour être advocate des API stratégie ah, maintenant. complètement. Ah, complètement. Je ferai appel à toi si j'en ai besoin. Merci Merci. Rafik pour ce temps. Ouais, merci beaucoup à toi, Kitty, d'avoir déjà accepté. Encore merci une fois. C'était très clair. Sûrement, on fera appel à toi dans le futur, peut-être pour des tables rondes, à voir comment ça Ah, ce évolue, sera pas peut-être l'année mal. prochaine. Ouais, En fait, l'idée de la chaîne, c'est aussi de s'ouvrir à divers points de vue, parce que on a différents points de vue, hein, chacun bien et sûr, tout. Et bien sûr. l'idée, peut-être un jour, c'est de faire comment dire, des podcasts à 3-4 personnes. Bien sûr, C'est sur pas un mal. sujet, on va pas parler de stratégie API, sinon on va rester Bien 4 sûr. heures. Ouais. Sur un sujet défini et pouvoir croiser les avis de chacun et s'enrichir au final. Bien sûr, Voilà. c'est une très très belle Ouais, idée. Moi, je te rejoins de toute ouais, façon. voilà. En tout cas, Merci. merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Katie. Donc, Et, ouais. et bonne fête hein, si on se voit plus. Oui, bonne fête, oui, bonne fête. Ça va être, là, on est en début d'année.
Voilà. On est en début d'année. Mais... Bonne année. Bonne année alors, oui, exactement. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci encore beaucoup Kitty d'avoir accepté l'invitation. Euh, Comme je dis et je redis, on fera sûrement appel à toi pour ton expertise et ta compétence aussi de vulgariser, de simplifier l'informatique pour tous, qui est l'objectif de la chaîne. Alors si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Si ça ne vous a pas plu et que vous avez des axes d'amélioration à me proposer, il y a les commentaires, il y a via LinkedIn aussi, donc voilà. Si vous connaissez Cathy, vous pouvez aussi lui faire vos retours, qu'elle me fera, je pense, avec plaisir. Pour le prochain numéro, il y a encore des choses à voir et à venir, surtout autour de l'IA. On va se concentrer un peu plus sur l'IA, sur le monde des API aussi, qui pour moi, voilà, avec le cloud, c'est les 3 tendances majeures de l'écosystème informatique. Voilà, donc pour le mot de la fin, et comme d'habitude, que la fin du bullshit en informatique commence. À bientôt. Ciao.